Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 48. On parle de sommeil, de développement et de particularités sensorielles avec Marie-Philippe Tremblay, ergothérapeute, mais aussi Top Top Mom de Mademoiselle Charlotte. Un simple échange pour t'aider à mieux comprendre comment nos enfants grandissent et dorment. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc, bonjour Marie-Philippe, Top Top Mom de Charlotte, mais aussi ergothérapeute. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Je fais la blague, Marie-Philippe, parce que c'est vrai que nous, on s'est rencontrés parce que Mademoiselle Charlotte aimait tellement, voulait tellement être collée sur toi qu'on était comme pas capable d'avoir du temps dans ton motherhood. Fait que c'est comme ça qu'on a fait notre rencontre. Puis Eh, à la fin du suivi, tu m'as comme lancé, by the way, je suis ergothérapeute pour les jeunes enfants, si jamais. Tu comprends bien que moi, j'ai pogné la balle au bon. Alors, merci Marie-Philippe d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce balado-là. Fait que je vais t'inviter à te présenter brièvement pour celles qui ne te connaissent pas. Qui Parfait. est Marie-Philippe? En fait, je pense qu'il y a pas grand monde qui va me connaître. Mais Mais après ce balado-là, certainement, il y a des gens qui te connaissent. exactement. Donc, moi, c'est Marie-Philippe Tremblay. Je suis ergothérapeute depuis 2019. Moi, j'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour ceux que ça intéresse, mais je suis native là, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement Alma, et j'habite ici. Donc, je pratique là, pour le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean en ergothérapie depuis là, que je suis finissante. Mon expertise, en fait, en ergothérapie, là, c'est assez varié parce qu'en région, on n'a pas nécessairement uniquement une seule clientèle parce que c'est des gros territoires, donc des ergothérapeutes doivent être très polyvalents et avoir plusieurs clientèles. Moi, une de celles-là, c'est la pédiatrie, donc les enfants. Mon expertise, c'est surtout enfants 0-18-2 ans, mais aussi 0-5 ans. Donc, c'est plus vers ça que moi, je suis spécialisée en pédiatrie, mais aussi plein d'autres clientèles. Sinon, je suis maman de Charlotte, comme on a dit, bientôt 18 mois déjà. Ça passe très vite. Puis, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais savoir, Marie-Pierre. Non, ça fait le tour, mais là, en fait, là, la communauté voudrait savoir, est-ce que Charlotte dort maintenant qu'on a eu notre rencontre ensemble puis qu'on a travaillé sur l'autonomie du sommeil puis les saines habitudes de sommeil? Oui, elle dort. Je peux pas dire qu'elle dort tous les jours, toutes les nuits, tous les soirs, mais elle dort. Ça a été un travail de longue haleine quand même avec Charlotte. Fallait pas se décourager, vraiment pas se décourager. Puis encore, faut encore se motiver pour se dire que ça va continuer de s'améliorer. Mais on est arrivé à quelque chose quand même de plus satisfaisant qu'avant. Fait que, Là, soyons honnêtes, avant de se connecter ensemble, bien entendu, j'ai posé la question. On va savoir comment Charlotte dormait maintenant. Tu m'as parlé que c'était plus au niveau de l'endormissement maintenant qui était ouais, problématique depuis des c'est ans. plus Fait que c'est le bon. premier endormissement en fait. Ouais, c'est ça. Après ça, une fois que le premier est fait, ça va quand même mieux la nuit, là. Mais tant mieux. Puis si ça continue à s'améliorer, ça veut dire que ton plan de match est bon, cher Top Top Mom. Ben oui. Et voilà. Mais oui, puis en même temps, j'ai le goût de te faire la blague. Ça a peut-être été tellement long avec Charlotte que ça nous a permis de se bâtir une belle relation courriel quand même, Oui, Marie-Philippe. oh oui, oh oui, on en a échangé beaucoup des courriels, effectivement. C'est bien. C'est des belles références après ça pour retourner lire, pour se dire, ah ben, Marie-Pierre, elle m'avait proposé telle chose. Ben, on va le réessayer, voir si aujourd'hui ça va mieux. Oui. Puis, Mais tu ris, ouais. mais c'est parce qu'il y a comme 2 types de ben, la consultation privée, tu peux avoir le suivi par courriel et ou les appels téléphoniques. Mhm. C'est drôle à quel point vous choisissez tout comme votre tangente préférée. Un peu comme Mm, toi, il y a des mamans qui vont me dire: «Hey, moi par courriel» parce qu'il y a des traces écrites, puis après ça, mon ouais. chum, ma blonde ne le croit pas, fait que je peux y faire les Mhm. courriels. Ou Mm. encore, c'était comme: «Hey, je suis tellement fatiguée, même penser t'écrire un courriel, ça marche pas, on peut-tu se parler par téléphone?» Fait que je trouve ça bien que Ouais. tu le mentionnes que d'avoir une trace écrite. Moi, c'est souvent pour ça Oui. que je le fais, parce que c'est beaucoup plus Mhm. long pour moi à écrire des courriels que d'avoir des appels, téléphoniques. Fait que tant mieux si ça t'a Oui. servi, ça t'outille Ça encore. encore. Ben oui. Là, on va tomber dans le vif du sujet qui est l'ergothérapie. Oui. Moi, souvent dans ma pratique, je vais référer les parents en ergothérapie quand on a des enfants qui semblent hyper sensibles. Mhm. Mais là, de ce que je comprends,
c'est un champ d'activité beaucoup, 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 beaucoup plus large que juste l'hypersensibilité. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'ergothérapie, Marie-Philippe, explique-nous ça. Écoute, ça mange beaucoup de choses, une ergothérapeute, dans la vie et selon la clientèle aussi, c'est vraiment, différent. En ergo, on peut pratiquer de 0 à 100 ans et même plus, là. Donc, OK. la définition de l'ergothérapie va changer selon la clientèle qu'on a devant nous. Une définition peut s'appliquer à quelqu'un, puis peut moins s'appliquer dans un autre contexte. Puis c'est autant santé physique que santé mentale, une ergothérapeute. Fait que c'est très, très, très vaste. Ben oui, je t'en apprends sûrement encore, même si. Ben oui. Fait qu'on a vraiment la santé physique, la santé mentale, qui est deux mondes très distincts. Mais l'objectif de l'ergothérapeute, en arrière de tout ça, là, c'est que la personne soit fonctionnelle dans son quotidien, qu'elle arrive à faire ses occupations de tous les jours. Peu importe c'est quelles occupations qui sont signifiantes pour la personne. Est-ce que c'est d'aller faire un loisir quelconque, d'aller travailler, de participer à l'école, de jouer, dépendamment de la clientèle, les occupations divergent. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment que la personne soit fonctionnelle dans ses occupations. Donc, les occupations vont changer selon l'âge de la personne, mais aussi selon les désirs, selon les valeurs, selon euh, tout ce qui compose une personne. Donc, chaque personne est unique. Donc, chaque intervention en ergothérapie est unique aussi. Donc, si on va vraiment plus du côté de la pédiatrie, ben, les occupations principales d'un enfant, ben, c'est jouer, beaucoup. Tout passe par le jeu quand on est un enfant. Le développement de toutes les sphères, ça passe par le jeu. Après ça, un peu plus tard, c'est de participer à la garderie, de participer à l'école, d'être en mesure de faire ses loisirs, d'interagir avec son parent, d'interagir avec les amis. Fait que c'est vraiment très vaste. Nous, on se concentre sur les occupations que l'enfant a à faire. Donc, manger aussi, ça va là-dedans. Puis, qu'est-ce qui va influencer les occupations de l'enfant? Ben, c'est son développement moteur, son développement intellectuel, son développement cognitif, intellectuel, cognitif, langagier, son intégration sensorielle. Ça, c'est un gros mot, on y reviendra tantôt. Mais tout comment il va intégrer les sens qu'il perçoit, qu'il voit, qu'il entend pour être en mesure d'y répondre dans son quotidien. Fait que c'est vraiment ça qu'on va regarder. Donc, les occupations principales de l'enfant, souvent le jeu, manger, participer et tout ça. Fait que je sais pas si ça clarifie un petit peu. Et oui, ça clarifie OK. bien. Là, c'est parce que moi, dans ma tête, je me dis que tu es comme une physio, une orthophoniste, une Ben, chaque... psychoéducatrice, une psychologue, tout en même temps. C'est concrètement, c'est des. ben, concrètement, on a chacun notre champ d'expertise. Tu sais, les orthophonistes sont vraiment sur le langage. Les physiothérapeutes sont vraiment plus sur le développement moteur global. Mais nous, principalement, c'est le moteur fin, donc le développement moteur de la motricité fine, parce que pour faire nos occupations, ben, on a beaucoup besoin de nos mains. Pour manger, on a besoin de notre développement au niveau de nos mains. Pour jouer, on a besoin de notre développement moteur. Fait que c'est vraiment plus axé sur le développement moteur fin, mais aussi sur le développement cognitif, en partenariat aussi là, avec les psychoéducateurs qui vont travailler vraiment plus le développement cognitif, même les psychologues, les neuropsys. Chacun a sa sphère d'expertise, mais nous, on va toujours regarder l'occupation de l'enfant, puis qu'est-ce qui va influencer son occupation. Puis on interpelle beaucoup d'autres professionnels quand on a besoin, mettons, au niveau du langage, on va aller chercher l'orthophoniste. Quand on a besoin au niveau moteur global, ben, on va aller chercher la physiothérapeute. Fait qu'on est comme, je dirais, on est bon pour voir l'enfant dans sa globalité, puis de voir son où ses besoins, puis d'interpeller les autres professionnels aux besoins. Mais le moteur fin, c'est vraiment notre champ d'expertise, moteur, C'est votre dada. ouais, OK. notre dada, mais surtout parce que ça influence beaucoup les occupations de l'enfant. Oui, Vraiment j'imagine. Oui. toujours dans un objectif de fonctionnalité, là. L'enfant, est-ce qu'il va être plus fonctionnel s'il est plus développé au niveau de la motricité fine? Ben, souvent, la réponse est oui, parce que les mains, on les utilise vraiment beaucoup dans le quotidien. Là, tantôt, tu as dit, on va revenir tantôt, mais tu as nommé quelque chose Mhm. de la sensorialité. Ouais. Tu le sais plus de L'intégration sensorielle. l'intégration sensorielle. Ben, il y a... Explique-nous donc là, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a plusieurs façons de le nommer, là. Les auteurs, s'entendent pas nécessairement sur la façon de nommer tu sais, le terme exact, mais moi, je vais utiliser l'intégration sensorielle parce que je trouve que ça parle quand même déjà quand on va expliquer Oui. un petit peu plus. Mais
dans le fond, c'est comment l'enfant va intégrer les signaux qu'il reçoit de tous ses sens, le toucher, l'audition, l'odorat, la vue, le goût. C'est ça, faut que notre cerveau apprenne à interpréter là, tous ces signaux-là dans son quotidien pour être en mesure de fonctionner. Donc, un enfant qui est, on dit, hypersensible, ben, il va tout interpréter les sensations en même temps, puis il ne sera pas capable de nécessairement donner une importance à un signe Oui, en même par temps. c'est vraiment important. C'est ça, exactement. Il va interpréter tous les signaux comme étant importants, ce qui fait en sorte qu'il va y réagir fortement à tout. Mais par exemple, un enfant qui joue tout seul, là, exemple, dans un salon tranquille, ben, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'auditions impliquées. Donc, il va déjà être plus capable euh, d'être engagé dans son jeu. C'est d'être présent que s'il est dans un environnement très bruyant qui est dérangé par les autres stimuli, il va, que là, il va être capable de plus donner une importance sur ce qu'il est en train de faire versus dans un environnement qui est très stimulant au niveau de tous les sens. Un enfant qui a de la difficulté à faire une bonne intégration de tous ces sens-là et à donner une importance à chacun, ben, il va avoir de la difficulté à fonctionner parce qu'il y a trop de choses en même temps, trop d'informations à traiter, puis il n'est pas capable de passer là, dans sa passoire puis d'éliminer là, les stimuli qui ne sont pas importants pour être en mesure de fonctionner. J'ai j'ai le goût de faire la blague. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans des cafés. Mm. Moi, je veux à la seconde où il y a des gens autour de moi, ou même mon père qui, toute sa vie, la première chose qu'il faisait quand il arrivait au bureau, bon, il se partait un café, bien entendu, mais il allumait de la musique. Moi, je suis Mm. c'est le silence Mm. total. Parce que s'il fallait que Ouais, j'aie de la musique, en plus ouais, des stimuli moi, je fait que je exact. développe à nos enfants qui sont capables de se concentrer, que ce soit Ouais. à l'école encore, c'est une À autre la chose, garderie, à la ouais. garderie, exactement, ouais. Certainement. Puis, au moment aussi de la journée, on n'a pas nécessairement la même façon d'interpréter les signaux. Quand on se réveille le matin, un bruit fort va peut-être moins nous déranger que quand on est déjà au maximum des stimuli qu'on est capable d'atteindre dans notre journée, puis qu'on ajoute quelque chose par-dessus. Fait que c'est toujours de rester dans une zone qu'on dit un niveau optimal de vigilance. Fait que notre niveau optimal, c'est OK, j'ai pris mon café, je suis assise, c'est en silence autour de moi, j'ai uniquement ma chose à faire. Là, on est dans une zone optimale pour faire ce qu'on a à faire. Mais quand on ajoute un stimuli qui nous dérange par-dessus, un vêtement qui nous est inconfortable, un, un parent qui nous donne une consigne, tout ça, en même temps, des fois, on n'est pas capable de gérer. Puis là, on devient dans un haut niveau là, de vigilance. On est hyper réactif à tout ce qui se passe. Puis toute personne a des moments qui varient dans sa journée, dans sa courbe de vigilance, là. Mais un enfant hypersensible a tendance à être beaucoup plus dans le haut de sa courbe qu'un enfant, à l'inverse, hyposensible qui ne réagit pas à beaucoup de stimuli. Fait que, Hyposensible, je savais même ouais, pas que ça ça l'existe. existait. Ouais, ça Et j'aurais pu l'existe. penser sur un continuum, t'en as toujours qui sont dans les C'est un il y en a qui sont pas du tout ça, exact. mais Ouais. hyposensible, OK. Ouais, hyposensibles. Fait qu'ils ont un niveau de vigilance très bas, puis ils réagissent pas beaucoup là, aux stimuli autour d'eux. Fait qu'il faut les stimuler de façon plus importante, des bruits plus forts, pour qu'ils soient en mesure de réagir, là. Fait que oui, ça existe un spectre, puis chaque personne a ses particularités. On a tous des particularités sensorielles, mais notre cerveau est capable de mieux les interpréter que d'autres cerveaux. Mais ça se travaille aussi, puis on peut agir dans les stimuli autour pour permettre à l'enfant de revenir dans son niveau de vigilance optimal. Parce que chaque enfant en a un niveau Ça, optimal, mais savoir le développer des pour fois, t'amener, ouais, savoir comment on est capable de revenir dans ce niveau de vigilance-là, qui est optimal pour faire sa journée puis faire ses choses. Je reviens sur un principe parce que je t'avais dit qu'on sortirait des questions que je pose parce que c'est toujours ça qui arrive. Je pose ces Toujours. questions que j'ai goût de poser, puis après ça, ben là, vient des questions personnelles à moi. Puis là, Ouais. j'ai goût de faire un parallèle avec le sommeil. Tu sais, tu me disais que, tu sais, le matin, bon, je prends mon café, je me Mm. réveille, je m'installe, puis là, tu sais, je suis comme dans ma zone optimale là, pour tempérer. Puis, tu sais, moi, souvent, plus la journée avance, Mhm. plus, en langage sommeil, la pression au sommeil augmente. Tu sais, veut Ouais. pas, à la seconde où on se réveille, le processus homéostasique de l'éveil et le sommeil fait son travail, la journée avance, la pression au sommeil augmente. Puis moi, je fais tout le temps la blague que Jacob, plus jeune, m'avait dit. J'ai comme deux mamans. J'ai une maman du matin, puis j'ai une maman de fin de journée. La maman de fin de journée, il faut pas trop que je la dérange. Tu sais, faut que je rentre dans le moule parce qu'elle est vraiment moins patiente que ma maman du matin, qui clairement, que je peux lui demander 20$, puis elle dit, ben, ça me fait plaisir, bonne journée, mon garçon. Fait que, tu sais, est-ce que
tu dis que ça fluctue au courant de la journée, mais est-ce que le sommeil ou la pression au sommeil ou le manque de sommeil ou la fatigue peut influencer ce degré de vigilance-là? J'ai là de voir la face. Certainement. Certainement. Écoute, en audio, je suis désolée. C'est parce que ça fait 5 minutes que Marie-Philippe arrache la tête en me disant oui, t'as raison. C'est là Oui. qu'on s'en va, c'est là qu'on s'en va. Ben oui, certainement, ça a une influence très, très grande, la pression du sommeil au final. Puis justement, on est dans un enfant qui n'est pas dans un niveau, qui est dans une pression du sommeil très, très importante. Tu le dis souvent quand on est plus fatigué qu'on devrait, tu sais, pas dans le niveau optimal, là, je sais pas exactement comment tu le nommes, ben, c'est peut-être que notre niveau de vigilance est trop élevé puis il est pas dans la zone optimale non plus. Puis de faire une sieste, de se reposer, ben, ça permet de revenir dans un niveau de vigilance qui est beaucoup plus bas. Fait que dès qu'on va aller faire une sieste, qu'on se réveille le matin, on commence toujours avec un niveau de vigilance plus bas qui va tranquillement là, se réveiller. Fait que c'est sûr que ça a un lien direct avec le sommeil. Puis des enfants hypersensibles, par exemple, on revient sur l'exemple d'hypersensible, c'est plus facile à imaginer des fois. Ben, s'il est dans un niveau trop élevé de vigilance, ben, lui demander de s'endormir, Mais non. ce ne sera pas possible. Fait que d'aller chercher Même nous, humains protéger. adultes, là, même Mhm. nous, humains adultes, quand on est Certainement. dans un état de stress, Ouais. quand on n'est pas conditionné, sécurisé, c'est sûr et certain que s'abandonner vers le sommeil, c'est chose impossible. Exactement. Puis on peut aller chercher justement toutes les interventions un peu pour optimiser le niveau de vigilance pour aider au sommeil, justement. Puis c'en est déjà des choses qu'on fait. Aller dans une pièce tamisée, avoir un bruit, tu sais, de fond, des fois ça l'aide aussi. De se bercer, de lire une histoire, d'avoir une routine. Ben, tout ça, ça nous permet d'être dans notre zone de vigilance optimale. Fait que ça l'aide de l'essence, puis ça l'aide aussi à se laisser aller dans le sommeil. Mais j'ai goût de penser que, tu sais, si je prends le sens du toucher, par exemple, là, tu sais, les Mhm. fameux toutous lestés, là, tu sais, qui sont un peu lourds, là, Ouais. les fameux crocodiles, ou encore les couvertures lestées, peut-être un peu plus chez nos enfants un peu plus grands, là, pas chez nos bébés, bien entendu, Mhm. pour des raisons de sécurité. Mais ça Ouais. aussi, j'ose croire que ça fait partie des outils que souvent tu utilises Oui. pour les enfants qui sont peut-être. Oui, certainement, mais tu sais, j'irais avec un bémol au niveau des outils lestés, c'est qu'il faut que ça Vas-y. soit vraiment idéalement recommandé par un professionnel, dont un ergothérapeute, parce qu'il y a des risques au Ouais. niveau de la santé. Puis il faut savoir analyser est-ce que les risques on est capable de les accepter versus les bénéfices que ça a. Puis tu Et sais, vas-y donc, les risques, mettons, associés à ça, ben, ben, mettons, là, ouais, ça, ouais. mort étouffement, Ouais. effectivement. Mais c'est le gros du risque, mais aussi, il faut Bon. s'assurer que oui, puis l'outil lesté, il faut qu'il soit à moins de 10 du poids de la personne qu'on utilise. Fait que, tu sais, quand on y pense, un enfant peut peser, par exemple, 40 livres, ben 10 de son 40 livres, c'est 5 livres, là. Ouais. Je sais pas si j'ai fait le bon calcul, mais Mais j'allais dire 4, mais là, écoute, on n'est pas des ouais, c'est ça. mathématiciennes, fait que Oui, oui, c'est ça, puis vous êtes bonnes en maths, livres. on s'excuse. C'est Mais ça, ouais. 4 livres. Ouais, fait que tu sais, 4 livres, c'est pas beaucoup, là, quand on y pense. Puis, c'est souvent utilisé sur des très courtes périodes aussi, les outils lestés, pour que ça reste dans un niveau, de risque, là, qui est acceptable. Des fois, on va faire un 5, 10, 15 minutes, avec l'outil lesté sur nous, par exemple, quand on travaille, juste pour s'apaiser, mais c'est pas un outil qu'on utilise à long terme. Parce qu'au final, on peut s'y habituer, puis ça peut être Ouais, ça devient une béquille, vite et tout. ça devient une béquille, puis Objet. ça devient une obligation. Puis pour le sommeil, principalement, vu que l'enfant est moins conscient, puis qu'il y a moins de surveillance, les outils lestés, il faut vraiment que ça soit recommandé par un professionnel idéalement, même pour les adultes. Tu sais, ils vendent beaucoup pour des couvertures lourdes pour aider au sommeil, mais moi, j'ai toujours une petite vigilance à ce niveau-là à cause des risques d'étouffement et tout ça, qu'on n'a pas nécessairement l'impression qu'ils sont encore présents plus on vieillit, mais oui, ils sont encore. Ben, je te promets de rajouter à partir d'aujourd'hui dans mon verbatim que c'est sous recommandation d'un professionnel, de la santé. Bien entendu, Oui. moi, je ne l'avais jamais vraiment recommandé avant 3 ans. Mhm. Tu sais, moi, Oui, ben, les 2, c'est rare que je vais recommander des béquilles parce que, justement, santé et sécurité passent avant malgré lui, là, c'est mon goût marrant, on m'excuse. mhm. Mais, tu vois, le 10 je le savais pas. Ouais. Ouais, fait que c'est faut comme que ça soit analysé, là, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité aussi qui aurait moins de risques, à analyser par un professionnel de la santé? C'est ce qui est l'idéal, là. Mmh. Mais tu sais, c'est fou, ça m'amène à faire un parallèle, mettons, avec, je la nommerai pas, mais je vais la nommer la mélatonine. Je l'ai dit très Mmh vite, mh. là. Mais tu sais, ça, c'est un peu ça aussi, c'est en vente libre. On a comme tendance à penser que on va l'essayer parce que de toute façon, c'est en vente libre, à quel point ça peut être néfaste, mais de toujours demander l'avis d'un professionnel Mmh. de la santé, c'est sûr et certain. Certainement. Ah, ben donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Là, question qui me vient en tête, OK, c'est quel genre de client, toi? Ben là, tu es dans le public, là, tu l'as dit, Ouais. mais c'est qui arrive dans le bureau de Marie-Philippe? C'est des gens qui ont été référés par des
docteurs? C'est des gens qui arrivent de leur plein gré? Là, on parle de la Ben, clientèle ouais, 0,5, là? ouais. Ben 0,5 en fait, au public, c'est très différent du privé. Au privé, on n'a pas besoin de référence médicale, pas du tout. OK. N'importe quel parent qui voudrait aller consulter une ergothérapeute avec son enfant aurait aucunement besoin d'une référence médicale. Si vous trouvez que c que ça vous parle, que vous pensez que ça peut aider votre enfant, allez-y, aucun problème, en ergothérapie au niveau du privé. Au niveau du public, ben, c'est sûr que les ressources sont limitées, donc c'est souvent il faut que ça cadre dans un type de clientèle qui est pris en charge là, par le réseau. C'est sûr qu'avec Agirto, ça a beaucoup changé quand même la méthode de Agerto? référence. Ouais, Agirto, qui est le nouveau programme du Agerto, gouvernement excuse-moi. Agirto. Oui, Oh c'est correct. boy, OK. Et avec le programme Agirto, tu sais, je vous invite parce que chaque région est quand même, différente des fois là, sur la méthode de référence, mais ici, ce qui s'applique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les parents peuvent eux-mêmes se référer au programme Agirto, qui comprend plusieurs professionnels, physio, orthophonie, hem, éducation spécialisée, psychoéducation et tout ça. Fait que si on pense que notre enfant a un retard ou une limite au niveau d'une de ces sphères-là, on peut se référer nous-mêmes, là, le parent peut référer lui-même son enfant. Puis on passe à ce moment-là des questionnaires en ligne. Puis ça fait vraiment un tour de toutes les sphères du développement de l'enfant. Puis ça va cibler quelles sphères sont à travailler, puis quelles vont bien. Puis à ce moment-là, ça réfère au bon professionnel. Je Fait que savais même pas que selon ça existait. Pour vrai, là, ouais, je me trouve vraiment poche, mais ben, c'est pas Agerto, grave. c'est donc bien Ouais, fait. Agirto. Mais c'est sûr que quand on va dans le système public, le temps d'attente est beaucoup plus long que si on décide d'aller au privé. Fait que, tu sais, un parent qui se dit, ben moi, ça pourrait vraiment tu sais, parler à mon enfant, mais j'ai pas nécessairement les moyens d'aller au privé, ben, c'est une bonne option d'aller vers Agirto. Puis même pour un parent qui se dit: «Ben, regarde, je suis pas certaine que j'en ai réellement besoin, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire», ben, on se met sur la liste d'attente, on fait les démarches, puis après ça, ben, au moment que le professionnel est rendu à nous, on décide si ça nous tu sais, si ça, c'est encore problématique ou non. Mais c'est sûr que les délais d'attente sont importants, puis encore plus en ergothérapie parce qu'on a moins de ressources. On est une profession qui est connue, mais en fait, on est trop nécessaire dans toutes les sphères, fait que des fois, on est moins disponible pour Ouais, c'est ça, certaines clientèles là. Mmh, votre polyvalence est de plus exact. épée de Damoclès. Ben, c'est ça, puis, on a aussi un nombre limité de gradués, là. C'est un programme, contingenté à l'université, donc, il faut quand même, puis tu sais, c'est une maîtrise, donc, c'est quand même 5 ans d'université. Il faut quand même vouloir s'y rendre, à la fin aussi. Puis il y a tellement des clientèles différentes que c'est ça. On est un peu partout, mais pas en grande, quantité, si je puis dire. Mais, tu sais, les clientèles, mettons, bon, v'là rêve de licorne et calinours, Mmh mh. si on focusait vraiment sur le développement 0,5, est-ce qu'on aurait moins besoin des ergothérapeutes dans les autres étapes de la vie, tu penses? Ou veux pas, il y Ben a des choses qui arrivent dans le développement humain qui font qu'on a comme pas le choix de s'occuper des autres clientèles aussi? en fait, l'objectif du gouvernement, était initialement de gérer, ben, de prendre en charge les enfants tôt, donc Oui. pourquoi on dit agir tôt. Adulto. C'est ça, de les prendre en charge là, dans le 0-5 ans, vraiment là, dans le taux de la vie pour éviter justement les risques ou les difficultés de développement qui pourraient, intervenir plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a un enfant qui peut-être dans son 0-5 ans se développait bien, qui est rendu dans le milieu scolaire, il y a d'autres défis qui s'ajoutent. Des Bien, problèmes. c'est sûr qu'il va va en avoir encore besoin rendu, au primaire. Puis il y a des ergothérapeutes qui sont dans les commissions scolaires aussi, là, dans les centres de services, en fait. Ça a changé de nom, mais il y en a des ergothérapeutes dans plusieurs centres de services, qui sont tout autant nécessaires que les ergothérapeutes qui font du 0 5 ans. Mais l'objectif du gouvernement initialement, c'était d'agir rapidement pour aussi éviter qu'un retard se creuse. C'est ça. Donc d'agir comme plus rapidement. Puis moi, ma clientèle, ben, c'était de la prévention, aussi promotion, de la santé, puis à agir moi, je travaillais beaucoup avec les prématurés, là. Donc les bébés prématurés arrivaient dans mon bureau. À ce moment-là, d'emblée, là, les bébés prématurés, de moins de 35 semaines étaient référés là, en ergothérapie et en physiothérapie pour justement suivre leur développement moteur, puis s'assurer que leur prématurité n'a pas causé de retard au niveau des apprentissages, là. Parce que la prématurité, ça cause quand même, ben, ça l'a Facteur de risque important. ben, c'est ça, ça a une part de risque, au niveau du développement parce qu'ils sont beaucoup au début de leur vie branchés, pas nécessairement,
stimuler dans le meilleur des possibles, mais un enfant qui C'est a un pas de mode trouble, survie, là, là, tu sais, je oui, veux dire, c'est vraiment un mode survie. L'enfant, vivre il veut avec juste ça, survivre, là, c'est ouais. ça. Exactement. Fait qu'on nous, on s'assurait là, que l'enfant se développe bien, puis si nécessaire, on référait pour avoir des interventions là, plus régulières là, avec l'enfant si jamais un retard était causé. Là. On salue nos petits On guerriers qui veulent salue les petits sortir guerriers, trop vite, puis qui se battent certainement. parce qu'ils veulent vivre, puis moi, je trouve Mm. ça extraordinaire maintenant, ce que les avancées Ouais, médicales font avec vraiment. justement la clientèle des bébés prématurés. Là, j'ai une question qui m'est venue en tête. En fait, toi, tu sais, tu disais, nous, on est plus sur la motricité fine. Fait que, tu sais, des Ouais. fois, quand le problème va être plus, mettons, au niveau du développement moteur global, on va référer en Mhm, physiothérapie. On va référer dans d'autres sphères en psychoéducation, pour ne nommer que mhm. celle-là. Mais ça arrive-tu parfois que le parent fait le chemin inverse, du genre, Oui. hey, moi, mon enfant fait pas le quatre pattes, fait que je m'en vais en physio. Puis là, le physio fait, ouais, mais là, OK, le quatre pattes, on va pouvoir travailler ça ensemble, mais je pense qu'il faudrait retourner peut-être à la base de l'ergothérapie. Oui, certainement. Il y Ouais. en a beaucoup qui nous arrivent par les autres professionnels aussi, là, des références. Puis ce qui est le fun, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais le programme Agirto, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble, qui sont habitués de travailler ensemble, qui font des interventions parfois conjointes, donc ergo-physio, par exemple. Des fois, c'est d'autres professionnels, mais c'est beaucoup ergo-physio ensemble qui vont évaluer ensemble l'enfant. Donc, on a chacun nos sphères d'intervention, mais en ayant beaucoup d'interventions conjointes, ben, quand on a des interventions juste avec l'ergothérapeute, par exemple, ben, on est habitué d'observer les choses que le physiothérapeute va observer. Donc, on est capable de savoir, OK, il y a un petit son de cloche ici, on serait mieux d'aller peut-être vérifier en physiothérapie. Fait qu'on s'y connaît sur le développement global de l'enfant, sur les attentes au niveau moteur global, les attentes au niveau langagier. Mais quand on a besoin d'intervenir à ce niveau-là, ben là, on va référer là, au bon professionnel. Fait que oui, ça arrive que c'est par d'autres professionnels que l'enfant est référé en ERCO. Ouais. Parce que, honnêtement, mais là, je suis dépassée de la petite enfance. Là, moi, mon garçon est rendu dans une magnifique épopée de l'adolescence. Mais souvent, je pense que le parent va vouloir justement consulter avec j'ai goût de dire, les professions qui sont plus connues de Ouais. l'être humain. Là. Tu sais, moi, mettons que mon enfant aurait eu de la difficulté avec les premiers pas, c'est sûr, je serais allée en physio. Et je suis Mhm. contente de savoir que les références en ergo se font aussi dans les deux sens parce qu'effectivement, la motricité fine est aussi importante que le développement global. Là, ça fait Oui, partie de... certainement. Puis on n'y pense pas nécessairement, mais le développement moteur global a une grande influence sur le développement moteur fin. Ah Donc, oui. on parle Le du 4 moteur, le pattes moteur point sur le global aussi ou... aussi, mais beaucoup d'habiletés se développent par le moteur global, puis ça nous sert au niveau de la motricité fine. Pour ne pas nommer uniquement le quatre pattes, mais on va y aller pour donner un exemple pour le développement moteur fin. Bien, le quatre pattes est une habileté très importante au niveau du moteur global. Ça, on le sait déjà, les parents le savent. Mais ça a aussi une grosse influence sur le développement moteur fin de l'enfant. Parce que de mettre du poids, ouais, je vois ton visage qui est surpris, Oui, mais je vais t'expliquer un peu. ah, Marie-Phil. Non, c'est correct, c'est le fun, on interagit, puis c'est Oui, parfait. vraiment, Fait j'adore ça. fait que pour un enfant, de mettre du poids de façon équitable sur ses deux mains, parce qu'un enfant qui va se traîner, par exemple, sur les chaises, oui, il va mettre du poids sur une main ou l'autre, mais rarement de façon équitable sur les deux mains. Puis mettre du poids très, très souvent aussi sur les mains. Quand on fait du quatre pattes, on a autant de poids sur les jambes que sur les mains. Puis, à ce moment-là, quand on met du poids sur nos mains, bien, de un, on intègre notre réflexe d'agrippement parce que ça fait l'inverse de notre réflexe d'agrippement. Le réflexe d'agrippement, c'est quand on met un objet, les petits bébés, là, on le voit très bien, quand on met quelque chose ou un doigt ou peu importe, au milieu de la main, Mettre des ouais, mèches de n'importe cheveux, quoi. C'est un ça. coup que c'est pogné là, l'extrémité. Exact. Fait que, tu sais, Oui. la réaction du réflexe d'agrippement, c'est quand il y a quelque chose qui touche la paume, la main se ferme. Oui. Mais en quatre pattes, on ne peut pas avoir cette réaction-là parce qu'il faut mettre notre poids sur notre main ouverte. Donc, ça dit à notre cerveau, c'est pas parce que tu as quelque chose dans la main que tu dois fermer ta main. Donc, ton cerveau intègre que c'est pas juste quand on a un objet dans la main qu'il faut fermer la main. Il y a des moments qu'il faut la garder ouverte, des moments qu'il faut la fermer. Fait que ça démontre au cerveau que faut pas agir nécessairement juste avec les réflexes, mais il faut agir par mouvement volontaire d'ouverture et de fermeture de la main. Ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple, c'est que mettre du poids sur la main, bien, ça permet de dissocier les deux côtés de la main. Ce qui veut dire ça permet de dire que
le côté du pouce de la main doit faire quelque chose, puis l'autre côté doit faire autre chose pour développer au niveau moteur global, moteur fin, excusez-moi. Euh, ben, exemple, on est vraiment plus loin, là, dans une habileté vraiment plus loin. Mais pour découper, il faut être capable d'avoir des doigts qui sont stables et des doigts qui bougent dans le ciseau. Donc, il faut que notre cerveau soit capable de savoir qu'on a un côté de notre main qui peut faire une chose et un autre côté qui peut faire autre chose. Puis ça passe beaucoup par le poids qu'on met dans la main, la dissociation des deux côtés de la main. Je capote en ce moment. J'aimerais que vous me voyiez la face, là. Allez le voir sur Allez YouTube. voir, oui. Là. Sérieux, je suis flabbergastée. C'est des Ouais. informations que je ne connaissais pas. Parce qu'on le sait Ouais. tous que le quatre pattes, effectivement, c'est important. Puis, Ouais. je veux dire, mais des fois, on sait que c'est important, mais on ne sait pas pourquoi c'est important. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je rassure les parents, là, si votre enfant ne fait pas de quatre pattes et passe par une autre méthode de déplacement, il va développer ces habiletés-là. Mais c'est sûr que le quatre pattes va quotidiennement tu sais, amener les informations à notre cerveau pour intégrer ces choses-là. Fait que, un enfant qui a fait du quatre pattes, c'est une de mes questions, moi, quand je rencontre un enfant pour la première fois, peu importe son âge, est-ce qu'il a marché à quatre pattes? OK. Parce que ça me donne un indice de, OK, est-ce qu'on a assez intégré le réflexe d'agrippement ou pas? Puis c'est jamais trop tard pour intégrer un réflexe, mais ça peut nous dire vers quoi aller pour travailler. Dans notre analyse, ça peut avoir une influence quand même quand on évalue un enfant. Puis là, si on repasse les autres grands jalons, mettons, du développement global, là, on aura se tourner, Ouais. après ça, ramper. Est-ce que Ouais. toutes ces phases-là sont peut-être moins importantes que le quatre pattes, mais... Ben, c'est sûr que le quatre pattes amène beaucoup de choses. Tu sais, j'ai même pas tout parlé du quatre pattes dans Pas ça l'amène, mais je pourrais en parler très longtemps, là. Mais aller lire là-dessus, là. Oui, c'est ça, rendu là. Oui, on pourrait. Exact. Mais tu sais, de se retourner, ben, ça permet de s'avancer. Tu sais, c'est une première phase pour le déplacement. Puis pour aller atteindre un objet, ben, il faut être capable de se déplacer. Fait que pour être capable d'aller le prendre, il faut être capable de se rendre à l'objet. Fait que oui, ça a un impact quand même sur notre moteur fin parce que puis le retournement intègre beaucoup de choses aussi au niveau du développement général de l'enfant, au niveau du tonus, au niveau de le tonus beaucoup, là, mais de la dissociation des deux côtés du corps aussi. Parce qu'au début, le mouvement est très en bloc. Un enfant qui se retourne, ça se retourne très en bloc, mais plus l'enfant l'a pratiqué, ben, plus il va dissocier le haut et le bas de son corps. Donc, il va tourner, par exemple, les pieds en premier, le reste du corps ensuite. Ça devient fluide, là, ouais. Ça devient plus fluide aussi. Fait que ça dissocie le haut, le bas du corps, un côté et l'autre. Fait que ça l'amène, oui, le retournement, ça l'amène des choses aussi. Puis faire du ventre, ben ça travaille le tonus, puis mettre le poids sur les avant-bras. Le bébé sur le ventre met son poids sur l'avant-bras, ben ça va aller renforcer toute la ceinture scapulaire, là. Donc, tout ce qui est autour de notre omoplate, la musculature de notre épaule, ça va le renforcer. Puis ça, ben, c'est important quand on veut atteindre puis qu'on veut jouer avec des objets parce qu'il faut que nos bras soient forts pour être capable de soulever, par exemple, un objet ou de s'avancer plus loin, de se traîner. Fait que oui, ça a un impact quand même beaucoup sur le moteur fin aussi. Et puis un jour, vouloir rester assise, là, je sens Ouais. aussi, parce que là, avec les ordinateurs, on a pogné Ouais. mais ouais, avec la position assise aussi, puis je mets Exact. aussi toutes les phases en fait, tu sais, moi, je dis tout le temps que le mieux vivre, c'est bon puis c'est pas bon, là, mais il y a quand même certaines phases de développement que l'enfant doit passer à travers pour son développement optimal. Oui, exactement. Puis, tu sais, assis, la position assise, ça libère les deux mains. Et ça permet de jouer. Ça permet de développer d'autres habiletés au niveau des mains parce que ça permet à l'enfant de manipuler les jouets de façon plus libre que quand il est assis, il est couché sur le ventre, couché sur le dos. Fait que oui, ça a un impact aussi au niveau de la motricité fine. OK. Puis là, je sens que tu veux que je te pose la question. Les premiers pas, eux, qu'est-ce qu'ils ont d'important? Ben, tout est important, mais les pas, ben, c'est sûr que ça permet à l'enfant de se déplacer, en se levant debout, ben, de se déplacer plus rapidement, de se déplacer vers l'objet, de se lever debout, donc de pouvoir atteindre des objets plus hauts. Oui. Donc, vouloir aller chercher des objets plus hauts. Oui, c'est ça. Ça renforce aussi la ceinture scapulaire, la musculature du tronc. Puis l'équilibre aussi, tu sais, plus on a de l'équilibre, plus on est capable d'être précis avec nos mains. Parce qu'un bébé, là, moi, je regarde ma fille, puis mettons que j'ai demande de boire en même temps que de marcher. Okay? Là, en ce moment, la marche, ça fait pas très longtemps, ben, ça fait quelques mois qu'elle marche. Ben, si elle veut boire, elle va s'arrêter de marcher pour boire. Parce que
est pas capable de, tu sais, elle a pas encore bien intégré sa marche pour être capable d'utiliser ses mains et ses pieds de faire deux choses en même temps, par exemple. OK. Mais plus l'enfant va marcher, plus il va être capable d'intégrer, puis il va être capable de faire autre chose avec ses mains pendant qu'il fait quelque chose avec ses pieds. C'est incroyable. Non, mais c'est Mm. bon, finalement, j'avais très peu de connaissances sur le développement global moteur, puis je trouve ça fascinant. Pour vrai, je trouve ça vraiment cute qu'il y ait ben, tu sais, on le sait que c'est des milestones qui sont à acquérir chez nos Mhm. enfants. On trouve ça très cute quand ça arrive, mais de comprendre pourquoi ces milestones-là sont importants dans le développement humain, je trouve ça vraiment, vraiment Mhm. capoté. Ah, c'est vraiment de Ouais. l'information bonbon que tu nous donnes là. Oui, hein? Parfait. Le jeu au sol, on dit toujours que c'est important, mais un enfant, là, il y a dans d'autres pays, là, il y a des enfants qui sont beaucoup au sol et pas beaucoup dans les bras du parent. Ça le mène Oui. peut-être au niveau du lien d'attachement, ça, c'est pas mon domaine, mais Ouais. d'autres choses. Mais l'enfant va passer toutes ces étapes-là sans même avoir été, exemple, stimulé à se retourner, stimulé à s'asseoir. Il va tout développer ces habiletés-là dans l'ordre d'acquisition idéal, puis il va finir par marcher. C'est pour ça qu'on dit beaucoup aux parents de mettre les enfants au sol, de les laisser jouer au sol, parce qu'ils se développent parfois même sans stimulation. Toutes Puis dans le bon ordre. Mettre un enfant assis avant qu'il sache ramper, des fois c'est bien le fun, l'enfant est bien content, mais il va peut-être vouloir se traîner sur les fesses au lieu de se traîner à quatre pattes parce qu'il aime tellement ça être assis. Il peut jouer assis qu'il va rester assis, puis il va pas nécessairement aller utiliser le quatre pattes. Donc, le ventre, puis l'acquisition de ramper, de bouger, de se déplacer sur le ventre, ben, c'est une étape importante avant de s'asseoir. Ça fait quand même du bien d'entendre ça parce qu'on entend beaucoup plus parler euh, des gens ou tu sais, des sociétés là, ou en tout cas des peuples qui, eux, justement, là, l'enfant touche pas le sol avant Mm. X nombre de mois parce qu'il y a toujours des bras de rechange, etc. Fait que finalement, on comprend que un ou l'autre, bon, tu sais, trop sur le sol, le lien d'attachement, Ouais. productivité, pas top top. Puis finalement, ben, d'être trop dans les bras, ça peut quand même avoir un impact. Fait que, tu sais, Mhm. on revient beaucoup à l'équilibre, en fait, finalement, de Ouais, tout ce qu'on fait certainement. hein, pour le bien-être de l'enfant, là. Certainement. Là, c'est vraiment que dès qu'on déculpabilise les top top moms, aujourd'hui, un petit 20 minutes de jeu au sol, là, le temps de boire ton café chaud, t'as le Mm. droit. Puis tantôt, tu T'as parlais vraiment le droit. le développement de oui, t'as T'as vraiment le droit. t'as Oui. vraiment très le droit, même, je dirais. Tu Mhm. parlais des éleveurs du langage aussi qui pouvaient avoir quand même un impact sur le développement Sur le futur. Comment tu fais, toi, pour le langage? C'est quoi qui se passe en ergothérapie au niveau du langage? Ben, moi, j'évalue pas nécessairement, ben, pas principalement le langage, mais c'est sûr que moi, quand je joue avec un enfant, je vais quand même observer ses habiletés au niveau du langage. Est-ce qu'il va comprendre les consignes que je donne? Le langage, c'est pas juste de dire des mots, c'est de comprendre les consignes, comprendre ce qui se passe, identifier les objets. Tu sais, il y a beaucoup de choses, identifier les parties du corps. Fait que, sans l'évaluer spécifiquement, en demandant à un enfant, mets le bloc dedans. Tu sais, si j'ai juste donné la consigne sans le mimer, puis que l'enfant l'a fait, ben, ça me donne quand même un indice du fait qu'il comprend bien la consigne. Ou si j'ai vraiment besoin de mimer le geste que je veux que l'enfant fasse pour l'évaluation, ben, je me dis, la compréhension est peut-être pas là, ou peut-être pas suffisamment là. Puis il y a beaucoup de... Le développement langagier, c'est pas juste de dire des mots, puis il y a des habiletés nécessaires avant d'être capable de dire des mots. Puis ça, on est quand même capable de l'observer quand on voit un enfant jouer, là. OK, fait que là, c'est là que l'orthophoniste devient essentiel aussi en Mhm. ergothérapie parce que, en fait, ouais, c'est plus la compréhension Ouais. langagière, mettons, puis elle, c'est vraiment Mhm. plus l'expression langagière, si je Ben, la fais compréhension, ça fait banalement. partie de l'orthophonie aussi, mais reste que pour faire une tâche motrice, de bien comprendre ce qu'on demande, puis de bien comprendre ce qu'on fait, ça nous sert beaucoup, là. C'est la base. OK. Mm. OK. Puis, mettons, on jase, là, je prends mon expertise à moi. Est-ce que Mhm. quand tu as des enfants qui arrivent dans ton cabinet ou dans l'hôpital ou en tout cas dans ta pratique, Mhm. qui ont des troubles, que ce soit cognitifs, moteurs, etc., est-ce que la question des habitudes de sommeil se pose? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le... Oui, ben, en fait, le sommeil, c'est une occupation. Oui. Donc, tu sais, ça fait partie de la journée du quotidien de l'enfant. Donc, on demande, tu sais, les dodos, comment ça va? Est-ce que l'enfant dort bien en général? Est-ce que, tu sais, il y a suffisamment de sommeil dans sa journée? Est-ce qu'il y en a pas suffisamment? Mais la méthode d'endormissement ou la méthode Non, que l'enfant va dormir, ça, c'est vraiment pas mon domaine. Puis non. même si je voulais poser des questions là-dessus, ben, j'aurais pas les connaissances pour y répondre. Fait qu'au final,
je poserai pas une question que je suis pas capable de répondre à la question qui va venir Non, après. c'est plus de savoir si le sommeil supporte, en fait, le développement global de Oui, l'enfant. oui, puis tu sais, Intéressant. un enfant qui dort pas Ouais, là. suffisamment, ouais, c'est ça. Puis tu sais, l'enfant qui dort pas suffisamment va être plus en mode survie, moins en mode développement qu'un enfant qui dort suffisamment dans sa journée. Fait que c'est plus dans cette sphère-là que ça l'importe, mais à ce moment-là, ben, on réfère à d'autres professionnels s'il y a vraiment des grosses difficultés. Puis à quel moment, mettons qu'on switch à l'inverse, que moi j'ai des parents qui arrivent par exemple chez Beden Urbaine, Mm. puis que là je dénote qu'il y a un défi sommeil qui est hors ma pratique, parce que tu sais moi je suis très sensible à cette limite-là dans ma pratique de dire Mhm. moi je suis consultante de sommeil, le reste du développement global de l'enfant, c'est puis j'ai pas les connaissances ni la notoriété pour le gérer, mais dans quel cas, quelle problématique sommeil pourrait être aidé par une ergothérapeute ou un ergothérapeute? C'est une très bonne question. Mais des fois, je dirais peut-être, là, je réfléchis en même temps de parler, là. Ça se pourrait que ma Oui, vas-y. réponse soit pas tout à fait la plus réfléchie, mais un enfant, à l'inverse, qui dort trop, parce que des fois, ça Ouais. arrive, des bébés, exemple, de 4 mois 4 mois, j'exagère peut-être un peu, mais un bébé de 2 mois, là, qui enchaîne sieste après sieste et boire, sieste, ça existe, là. Il y a des parents qui sont bien, hey, moi, mon enfant dort bien. Ben, peut-être qu'il dort trop puis qu'il n'a pas l'opportunité de se développer, de développer son moteur global, son moteur fin. Et à ce moment-là, ben, on peut peut-être dire, ben, on peut-tu faire une période de jeu avant de passer au bois qui va endormir l'enfant? Puis, y a-t-il une raison médicale en arrière du fait que l'enfant dort autant? Parce qu'un enfant léthargique, un enfant qui est vraiment qui est pas assez éveillé pour être attentif, puis ça peut causer d'autres difficultés, puis des fois, il y a des raisons médicales en arrière de tout ça. Fait que d'aller voir le médecin qui détermine un petit peu est-ce qu'il y a une raison en arrière de tout ça, puis de dire aux parents, ben, on peut essayer d'ajouter une petite période de jeu avant le dodo, on peut essayer de, par exemple, quand on change la couche, de mettre l'enfant quelques minutes sur le ventre en même temps pour qu'il fasse un petit peu plus de ventre dans son quotidien. Fait que je pense que ce serait plus à ce niveau-là qu'une ergothérapeute pourrait intervenir, là. OK. Moi, il y a, souvent quand les parents vont me dire, ils bougent beaucoup, là, ils semblent inconfortables. Là. Tu Mm, sais, là, des fois, je me dis, c'est-tu les couvertures, c'est-tu le tissu, c'est-tu mm. des fois, c'est des étiquettes, Oui, pyjama, quand ça frotte, là, tu sais. Fait que moi, c'est des ouais, enfants qui vont bouger beaucoup, qui vont avoir de la difficulté à ouais. s'appliquer. Des fois, je vais les repérer en Oui, herbothérapie. mais Puis, c'est les vrai, gens, j'ai comme oublié cette euh, sphère-là. J'ai ouais, comme oublié un les petit peu enfants. cette sphère-là, ouais. Ben, écoute, ça c'est mon dada à moi, hein. Fait que, on se complète, Marie-Philippe. Exact. Puis, il y a aussi mon enfant se réveille au moindre bruit. Il n'y a pas moyen de vivre dans la maison. Puis là, on a essayé les bruits sourds, tu sais, qui quand même peuvent camoufler quand même les bruits ambiants de la maison. C'est toujours revenir avec un bruit soudain, ça réveillerait n'importe qui. Mais tu sais, il y a des enfants qui, dans le bruit ambiant, sont juste pas capables de dormir. Fait que ça, des fois, je vais leur dire, ben, tu sais, allez vérifier en ergothérapie, voir est-ce qu'il n'y a pas d'hypersensibilité au niveau auditif, là. Fait Ouais. que ça, tu sais, des fois, Mhm. c'est des sphères que je vais référer plus en Et c'est ergothérapie. vrai. Ouais. J'avais un petit peu oublié parce que moi, c'est beaucoup le développement moteur fin, mon dada, là, le Non, 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 sensoriel mais un t'es petit pas peu pour moins. rentrer en détail, Mais c'est juste que moi, moi, dans ma pratique, c'est eux que je vais référer en ergothérapie. Souvent, c'est ces deux gros mhm. cas-là, là. Oui, effectivement. Puis totalement, ça serait pertinent à ce niveau-là, au niveau de l'intégration sensorielle, comme je parlais tantôt. Si on a un doute que l'enfant intègre pas bien les sens, puis il a de la difficulté à les interpréter, puis à y réagir dans son quotidien, mais ça peut avoir un impact au final aussi sur le sommeil. Oui. Mais là, je pense à un autre cas, tu sais, mettons, qui pourrait arriver chez moi puis dire, ben, tu sais, dans mon questionnaire de questions sommeil, par exemple, j'ai un enfant, je dis n'importe quoi, là, mais il est rendu à 11 mois puis il se déplace pas encore à quatre pattes, il rampe encore. Tu sais, ça aussi, des fois, j'aurais tendance à plus les référer en physiothérapie, Oui, mais l'ergothérapie pourrait être une bonne solution aussi. certainement. Mais tu sais, quand on a un doute sur le développement moteur global, ben comme on a dit tantôt, les physiothérapeutes sont très bien capables de référer aux bons professionnels si c'est moins leur sphère là, au final. Chacun a leurs limites. Fait que tu sais, si jamais oui, le bébé se déplace pas encore, ben c'est clairement une majeure physio. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses en arrière, puis que le développement moteur fin aussi est à travailler, puis que l'intégration sensorielle aussi est à travailler. Euh, mais oui, quand on a une grosse sphère qui n'est pas arrivée là, au niveau, tu sais, que les grosses étapes du développement moteur qu'on a parlé tantôt ne sont pas arrivées dans
dans les normes, comme on pourrait dire. Tu sais, en 11 mois qu'ils se déplacent pas, c'est quand même un retard, là, Là, important. j'ai Que, poussé à l'extrême pour être mais plus c'est correct, c'est un bon dans extrême. Oui. peu de notion du développement moteur que j'ai. Mais Ouais. oui, effectivement, dans ce cas-là, tu sais, ben, je pense que la règle générale, c'est de pas paniquer, mais de se référer au bon professionnel. Puis de Oui, toute façon, ça fait aussi partie de l'éthique des professionnels en périnatalité de référer aux autres professionnels si jamais ils n'ont pas nécessairement les exact. notions adéquates pour aider le parent. Ça, c'est quelque chose que je suis certaine qui se fait à l'interne de toutes les Oui, familles. oui. Ben, ça se fait vraiment beaucoup parce qu'on a chacun nos sphères, puis on veut pas non plus. Tu sais, on a quand même l'Office des professions en arrière qui détermine des sphères qui touchent chacun, puis on a un autre professionnel qui protège le public aussi. Fait que d'aller voir un professionnel qui est, comme je pourrais dire, jugé Adéquate, adéquat, la notoriété de que le la faire, là. notoriété, Les que la connaissances. formation, les connaissances, la formation, par exemple, universitaire en arrière, qui va quand même amener à réfléchir, ben, il va toujours, si ça dépasse sa sphère, référer à quelqu'un d'autre. Puis parfois, ça peut être une ergothérapeute qui réfère à une autre ergothérapeute. Parce que cette ergothérapeute-là, elle n'a pas les connaissances, elle n'a pas la formation, parce qu'on fait de la formation continue toutes les années, mais parfois, on n'a pas poussé sur une sphère par notre intérêt, par notre clientèle, mais on va aller référer à une autre ergo qui, elle, a cette expertise-là. Là. Fait que ça fait partie de nos responsabilités professionnelles, oui. Ben, j'ai même le goût de te dire que c'est peut-être une façon aussi de séparer les gens compétents et les gens qui ne le sont pas. Tu sais, quand tu tombes sur un professionnel qui Oui, semble être autant un dentiste qu'une infirmière, qu'une massothérapeute, qu'une effectivement. ostéopathe, qui a réponse à tout, puis qui a tout, ou qui a un produit miracle pour tout gérer en même temps, Mhm. ça fait pas très scientifique, mettons. On s'entend? Oui, c'est très bien dit. Oui, c'est ça. Fait que big up à tous les professionnels qui savent reconnaître les limites de leur pratique Exact. et qui vont faire au bon professionnel de cas échéant. Mhm. Tantôt, on en a parlé un peu, faire un parallèle avec le sommeil. Tu sais, moi, je parle souvent d'environnement propice au sommeil. OK? Moi, je réfère souvent à la fameuse grotte là, de notre Homo sapiens en mode nomade qui a évolué, pas tant évolué. Mais selon toi, mettons un parent qui arrive chez vous et qui dit comment je fais, c'est quoi un environnement propice au sommeil? Qu'est-ce que tu recommanderais à ce parent-là? Ouais, c'est une bonne question quand même. C'est sûr que le sommeil, ben, ça prend un environnement, mais comme tu as dit, propice, un environnement calme, un environnement idéalement éclairé selon les besoins de Parce l'enfant qu'il y en a qui aussi. disent, là, je te pondre le fondement de ma Vas-y. question. Moi, là, c'est pas vrai que mon enfant va faire toutes ses siestes dans le noir avec pas de son, parce que moi, je veux qu'il dorme absolument n'importe où. Mhm. Il y a comme une limite à vouloir dormir n'importe où. Fait que là, c'est ça, j'aimerais que tu nous Ouais. parles de cette fameuse OK. limite-là. Mais on comprend que vous voulez pas vous enfermer à la maison. Même Non. que je fais la promotion avec Beden Urbaine des siestes poutines, des siestes à Exact. C'est ce que l'extérieur. j'allais dire. Tu sais, fait qu'il y a personne qui comprend mieux une mère qui a le goût de sortir de chez eux puis pas de s'encabaner, mais tu sais, Mhm. c'est où la limite de l'environnement propice au sommeil versus le bruit ambiant d'une salle de séjour? Ouais. Ben moi, je pense qu'il y aurait que l'enfant est unique. Chaque enfant a son environnement idéal. Puis pour Oh, l'enfant, ben c'est personnel. ça. Mais Mais oui, mais aussi, tu sais, moi, ma fille, les siestes, elle les dort mieux dans la clarté, dans la lumière du jour. OK. Parce qu'on dirait qu'elle interprète que son cycle circadien, il a interprété que quand il y a du soleil, c'est pas le temps de se faire 3, 4 cycles de sommeil de suite. C'est ça, c'est juste Quand- un bébé repos, Charlotte, là. C'est ça. Donc, on Ben va oui, parce t'endormir que à la je l'ai essayé de faire les siestes dans le noir, là. Mais justement, elle enchaînait des cycles de sommeil à plus finir, puis à un moment donné, ben, ça l'impactait son sommeil de nuit. Fait que la lumière du soleil, on dirait que ça lui indique, ça l'indique à son corps, ça l'indique à son cycle que, ben, on fait un repos. Quand on est bien reposé pour continuer la journée, on se lève, puis quand on n'est pas bien reposé, ben, on continue, tu sais. Fait que chaque enfant est unique, puis je pense que c'est des essais-erreurs. Puis en érothérapie, c'est beaucoup des essais-erreurs aussi. Ah oui. Oui, il y a une grosse analyse en arrière, là. Tu sais, on prend beaucoup de temps à analyser toutes les sphères de la personne. On Puis fait pas par on évalue. faire des erreurs, là. On fait quand Non, même. mais dans les interventions, des fois, on a des essais-erreurs de OK, ben essayez donc ça, tu sais, essayez ça pour une semaine, voir qu'est-ce que ça. Puis la réponse à l'essai va nous aider à en trouver d'autres qui vont être plus adaptés, par exemple, pour la prochaine fois. Fait que, tu sais, un environnement de sommeil, ben, on va essayer de mettre de la mettre à la lumière du jour, ou la lumière tamisée, ou le bruit sourd, fait que, tu sais, on essaie, puis on s'adapte aux réactions de notre enfant, puis
en tant que professionnel, c'est un de nos rôles aussi d'analyser en arrière de tout ça la raison du pourquoi. Nous, on cherche toujours à savoir qu'est-ce qui a causé ce retard-là, qu'est-ce qui explique que l'enfant n'est pas capable de faire cette tâche-là, ben c'est parce que telle chose. Mais on peut se tromper. Nous aussi, on est humains, puis on ne connaît pas autant l'enfant que le parent. Non, c'est sûr. Nous, on dit toujours, nous, on est peut-être l'expert du développement moteur fin, par exemple, parce que c'est la raison de consultation, mais vous êtes l'expert de votre enfant. Puis c'est à vous de nous dire ce qu'on vous propose, est-ce que c'est adapté ou non à votre routine familiale. Parce que si je dis, OK, à chaque fois qu'on va aller aux toilettes, on va faire un parcours moteur. Je vais donner un exemple. Hey, non, mais moi, aller aux toilettes, là, c'est genre le moins. Des fois, on sort des idées de même pour essayer d'augmenter dans le. Tu sais, l'ajouter à une occupation qu'on fait déjà dans notre journée, ajouter quelque chose. Mais des fois, ils sont comme, hey, non, moi, là, quand on va aux toilettes, je suis en train de faire d'autres choses, je suis en train de préparer le souper, ça ne se portera pas à notre routine. OK, parfait, on va trouver quelque chose d'autre. Fait que chaque enfant est unique, même chose pour le sommeil, on s'adapte à notre enfant, puis on peut refaire exactement les mêmes interventions avec un deuxième enfant, puis avoir aucunement le même résultat. Parce que chaque enfant est unique. Tantôt, tu parlais des bruits sourds. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui, par exemple, le bruit, bon, il y a des parents qui mettent le bruit de radio qui griche, là. Moi, ça, je sais que pour moi, ce bruit-là est aliénant. Ouais. J'en parle pour les enfants aussi. Mais c'est des enfants pour qui le bruit de battement de cœur va être un gros succès. Il y a des enfants pour qui ça fonctionnera pas du tout. Il y en a que c'est le bruit de chute. Fait que, tu sais, des fois, il y a un conseil sommeil que je donne aux parents. C'est comme, si vous avez une petite machine, tu sais, essayez plusieurs bruits avant de dire ça fonctionne vraiment pas. On sait que c'est une béquille, on l'utilise temporairement, etc. On en a parlé plein des bruits sourds, là. Il y a plein d'informations sur benedurban.com si vous voulez lire sur les bruits sourds, comment les utiliser intelligemment pour pas nuire à l'audition de votre enfant. Mais tu sais, même ça, la source du bruit, des fois, peut être différente d'un enfant à l'autre. Comme il y a des enfants qui sont pas du tout réceptifs à cette béquille-là parce que ça les énerve aussi. Fait que j'aime bien que tu sois référé à chaque enfant est unique parce que c'est quand même le fondement de la mission Bedaine urbaine quant aux habitudes de sommeil. Puis là, la dernière question, c'est que, mais tu sais, on en a parlé, puis quand je forme les gens, les certifiés de la TMIRA, qu'on en parle beaucoup, les limites de notre pratique. Fait que là, ma question, c'est quand est-ce qu'une consultante sommeil ou quand est-ce que c'est plus nécessairement un trouble de sommeil, mais c'est plus un trouble sensoriel, puis ça faudrait vraiment se référer en ergothérapie? Est-ce qu'il y aurait une limite ou quelque chose où, tu sais, dire, ben, consulte en sommeil, puis si ça fonctionne pas, viens en ergothérapie? C'est un travail d'équipe qu'on devrait mettre en place. Comment, toi, tu vois ça? Ben, au niveau de la sphère sensorielle, si c'est vraiment causé par un problème d'intégration sensorielle, ça va avoir un impact sur toutes les occupations, pas juste le sommeil. Fait que pas juste à minuit. Ça va avoir un impact au quotidien. Puis peut-être qu'une journée, ça va bien, une journée, ça va moins bien. Ça peut vraiment être parce qu'on a parlé du niveau de vigilance tantôt. Fait que, mais selon le niveau de vigilance de l'enfant, il va réagir. Tu sais, on se dit, hey, moi, mon enfant, il est pas dérangé par l'étiquette. Une journée, ça le dérange, l'autre journée, ça le dérange pas. Ben, peut-être que la journée qu'il restait à la maison, il n'allait pas à la garderie, qu'il était avec son parent ou quelqu'un de sécurisant, ben ça ne va pas lui déranger les étiquettes. Mais quand il y a d'autres stimuli qui s'ajoutent, là, ça va le déranger. Ça peut avoir ben, ça peut être causé par un problème d'intégration sensorielle. Mais si ça a un impact uniquement sur le sommeil, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un problème sensoriel, mais plutôt des habitudes, des routines qui touchent au sommeil que ça ne sera pas nécessairement de la sphère sensorielle. Il y a des interventions au niveau de la sphère sensorielle qui se font pour aider au sommeil, quand c'est uniquement la chose qui dérange. Mais ça ne sera pas de l'ordre d'un trouble sensoriel, ça va être plus de l'ordre de particularité de l'enfant ou autre. Là. C'est drôle parce que tu dis une journée, ça le dérange, puis une journée, ça le dérange pas. Comme si nos enfants, eux, avaient à s'habituer qu'une journée, c'est quand même 50% du temps que ça le gosse. Si moi, j'avais quelque chose dans mon quotidien, Marie-Philippe, puis il y a 50% du temps, je trouve ça irritant. Je me poserais des questions, j'irais directement en mode solution, alors que les enfants, eux, ben là, une fois sur deux, ça le gosse, puis une fois sur deux, ça, fait clairement, ils me niaisent. Mais non. Ils te niaisent pas, c'est juste que, comme tu viens de l'expliquer, on a des meilleures journées, on a des moins bonnes journées, puis il y a plein de choses, mais il y a plein d'affaires qu'on tolérerait pas dans notre vie adulte. Non, tu vas un enfant, il faut qu'il prenne sur lui, il faut tout ça, l'apprentissage, ouais, mais à quel point, surtout comme tu l'as si bien dit, quand ça impacte tout son développement, tout son quotidien, tu sais,
les habiletés sociales. Tu sais, il y a tellement de choses qui sont importantes à la petite enfance que quand on a une trouble d'intégration sensorielle, ça vaut la peine de se poser la question. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, de couper toutes les étiquettes de tous les vêtements, est-ce que ça a vraiment un impact sur ta vie au final? Est-ce que ça va rendre ton enfant non socialement acceptable? Non. Non. Tu sais. Fait que, est-ce que cette petite intervention-là, qui coûte pas beaucoup, qui coûte pas d'argent, qui nécessite pas nécessairement beaucoup de temps, va avoir une belle influence sur ton enfant versus ce que ça t'en a coûté de le faire? C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas de gâter ton enfant, de couper toutes les étiquettes, là. Puis il va être capable de le faire lui-même à un moment donné. Puis, tu sais, fait qu'il faut toujours y aller de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas pour nous. Puis c'est pas une grosse C'est intervention. perdurable dans le temps, tu sais. Je Mais trouve aussi, tu ces sais, étiquettes à sa mort, je veux dire. c'est une béquille, mais au final, c'est une béquille qui va lui permettre d'être plus vigilant, plus dans un niveau optimal, peut-être. Fait que rendu là, c'est à voir qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on intègre Mais pas. c'est quand même capoté, par exemple, parce que, tu sais, moi, j'ai pas cette hypersensibilité. On parle des étiquettes, OK? Tu sais, moi, j'ai des étiquettes dans le dos, j'ai des étiquettes partout, puis ça me dérange pas. Puis je trouve ça quand même capoté qu'un si petit bout de tissu puisse avoir un impact sur le niveau de concentration, de vigilance d'un enfant. C'est comme une mouche dans la pièce. On dit que c'est pas nécessairement un gros problème, hein, je veux dire, ça peut être très petit ton problème, puis c'est vraiment, vraiment gossant. Fait que je trouve ça cute qu'on s'attarde justement à cette sensibilité-là, puis qu'on prenne ça au sérieux, finalement, que ce soit pas un caprice ou c'est vraiment Non. un fait réel. Là. Oui, puis c'est parce que la personne qui a une difficulté d'intégration sensorielle, il va interpréter ce stimuli-là que nous, on ressent aussi. Là. Tu sais, quand j'ai une étiquette qui est mal placée, je la sens. Mais je vais être capable, mon cerveau va être capable d'en faire abstraction puis de se concentrer sur ce qui est réellement nécessaire. Mais un enfant qui est pas capable, qui interprète tous les stimuli au même niveau d'importance, d'ajouter quelque chose d'autre par-dessus, ça peut tout désorganiser le reste des stimuli qui sont nécessaires. Fait que pourquoi on n'enlèverait pas ce stimuli-là pour éviter qu'il soit dérangeant puis qu'il soit interprété au même stade? Parce que toi, tu me disais au début du podcast que de travailler dans un café, ça te dérange trop parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de gens qui passent et tout ça. Mais pour le faire, tu sais qu'il faut que tu t'isoles dans ton bureau chez vous en silence. Mais on a développé un coffre à outils qui nous permet de réagir à nos propres particularités. Mais l'enfant n'a pas nécessairement ce coffre à outils-là. Puis c'est à nous, en tant que parents, de lui offrir le coffre à outils qui va lui permettre d'être fonctionnel au quotidien. Fait que de trouver c'est quoi les outils dans notre coffre à outils, puis d'être capable de les mettre en place pour notre enfant, puis l'amener à ce qu'il soit capable de les mettre en place seul. C'est ça, l'autonomie, finalement, c'est toujours ça qu'on vise, c'est qu'il soit capable de reconnaître que pour lui, ça fonctionne pas, que pour un autre ami, ça fonctionne très bien, mais que pour lui, temporairement, ça fonctionne pas ou ça fonctionnera jamais, puis c'est pas plus grave que ça, tant que ça t'empêche pas de fonctionner au quotidien, comme tu l'as si bien dit. Exact. C'est quoi, là? Mais moi, je repense à nos petits-enfants, nos petits humains, là, qui sont toujours hyper stimulés. Ça doit tellement... Ça doit être étourdissant. C'est comme si tu avais toujours le système de son dans le tapis, là. Tu sais, je veux dire, tu captes comme toutes les émotions, tout ton ressenti. Ouais. Ça doit vraiment être très fatigant d'être toujours, justement, dans cet état de vigilance-là, là. Puis il y a des façons de diminuer cet état de vigilance-là, des interventions qu'on peut faire qui vont permettre de rester plus dans un niveau optimal pour les enfants qui ont de la difficulté à gérer tous ces stimuli-là. Puis des fois, c'est juste de changer d'environnement, de s'en aller dehors, là, des fois, juste ça permet de se calmer. Là. Vive l'ergothérapie, j'ai goût de dire, cette science vraiment. qui est parfois méconnue, autant de la fille de Bédane Urbaine que 80% des filles des mamans qui vont écouter ça, puis le 20%, c'est parce qu'ils ont déjà eu recours à l'ergothérapie ou ce sont des ergothérapeutes. Parce que d'après moi, c'est vraiment quelque chose qui est méconnu puis dont on ne parle pas assez. Fait que merci beaucoup, Marie-Philippe, de ton temps, de cette précieuse information-là. J'ai goût de dire dédouaner, c'est quoi que ça fait, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ergothérapie. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci vraiment infiniment. Puis un gros bisou à Charlotte. Et je saupoudre encore une foule de confettis du sommeil sur Mademoiselle Charlotte, que ça continue à bien aller. Merci beaucoup. Très intéressant. Au revoir. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire.
Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.